il faut connaître un peu les principes de base de ce qu'on appelle parfois dans un grand terme les illusions, c'est-à-dire les biais de perceptifs. Il y a plein de biais possibles, il y a des biais psychologiques, il y a des biais rhétoriques, il y a des biais épistémologiques. Mais là, ce que je vais aborder maintenant, c'est les biais simples de perception sensorielle. Je ne peux pas vous faire sentir certains biais kinesthésiques, c'est-à-dire des trucs où il faudrait vous mettre en mouvement, certaines illusions qui sont liées à la souffrance ou qui sont liées à du déplacement, par exemple, parce qu'il faudrait que je vous prenne un par un et ça serait long. Mais par contre, au moins sur la vue, je peux vous montrer quelques petits trucs. Donc je vais vous aborder quelques points comme ça et on va faire une petite promenade dans les illusions. Je vous montre par exemple les distorsions. Il y a plein de choses que vous allez connaître, probablement, mais si vous ne les connaissiez pas, ben c'est l'occasion de vous dire qu'avant d'accepter pour vrai quelque chose que vous avez vu, pensez quand même à tout ça, quoi. Pensez que notre cerveau n'est pas très très fort pour être certain de ce qu'il raconte. De base, vous voyez, ça date d'assez longtemps, les études des illusions. Là, je vous ai mis un exemple de 1889, c'est ce qu'on appelle l'illusion de Müller-Lyer. Et Müller-Lyer, cette illusion, elle prend plusieurs formes. C'est le fait qu'en fonction des flèches que vous avez au bout, on pourrait intuiter que la longueur des segments n'est pas tout à fait la même. Et en fait, si vous vérifiez même avec un stylo, là, comme ça, avec votre œil, vous verrez que c'est les mêmes, mais que c'est le bout des flèches qui nous induit en erreur. Mais la disposition aussi des objets peut nous tromper. Le rectangle, enfin, le parallélépipède qui est représenté ici est exactement le même que celui-là. Pourtant, on jurerait que c'est pas le cas. En remettant tout à l'heure la diapo, je me suis dit, bah attends, je revérifie quand même au cas où que je ne me sois pas planté, et c'est exactement le même, et c'est surprenant. Vous avez des biais aussi de perspective. Si on vous dessine une maison comme celle-ci, ça va être difficile, parce que notre cerveau reconstruit, de comprendre que le segment qui est là est le même que celui-ci. Pourtant, c'est le cas, quoi. Bon, pour le coup, la perspective est un peu abîmée, là. Voilà. C'est ce qui amène certains à en tirer des conséquences sur l'art d'utiliser les rayures dans les habillements pour s'amincir ou se grossir. Je vous laisserai conclure dans le sens que vous désirez. Müller-Lyer, si vous faites le boulot dans votre rapport correctement, normalement, vous devez sourcer ce que vous dites. Si vous sourcez, vous devez dire d'où ça vient. Alors, je le fais pour vous. Moi, j'ai mis ici Müller-Lyer. L'étude, elle est sortie. Optische Urteilsstauschungen, Archiv für Physiologie Supplements, etc. Je mets les pages, etc. Je vous mets toutes les références. L'illusion de Ponzo, 1910, celle-ci elle est cool, vraiment je trouve qu'elle est cool. Vous voyez bien là, ça va? Au fond? Il y a trop de lumière? J'ose pas baisser la lumière pour les camarades qui filment, mais vous voyez vraiment rien? Là il y a un rat, un petit ragondin quoi, puis là aussi, en fait, peut-être que je vais vous en montrer une autre. J'en ai mis plusieurs comme ça. Celle-ci qui circule assez souvent sur le net, là. Vous savez, cette petite fille qui en fait est la même, décalquée à 3 endroits différents, mais comme notre cerveau reconstruit en fonction du pourtour. Voilà. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails psychocognitifs de ces illusions-là, parce que ce travail est très bien fait au LIP et au LPNC, les labos de psycho là-bas, il y a plein de gens qui bossent là-dessus. Vous demanderez à Marcella Perron-Bertolotti, par exemple, les détails de ce genre de biais. Hein. Moi, je veux juste vous emmener faire une promenade. Le bonhomme qui est ici et le bonhomme qui est là, bon, bah, c'est le même, quoi. Voilà. Et pourtant, c'est dur de s'en convaincre. Il y en a qui sont vraiment très belles. Celle-ci, c'est... Je ne sais plus qui c'est qui l'a produit. Je me demande si ce n'est pas Richard Wiseman qui l'a faite. C'est un gars, un psychologue anglais, avec qui on correspond de temps en temps. Ça vous frappe, non? Enfin, je sais pas. Vous voyez tout de suite que c'est le même, vous? Oui? Celui-ci, normalement, si votre cerveau fonctionne à peu près normalement, à cause de l'emplacement dans lequel il est de la perspective, on intuite pour la plupart des gens qu'il est plus grand que celui-ci. Peut-être que ce sera plus frappant pour une voiture, par exemple, comme là. Celle du haut, enfin moi ça me frappe quoi. Si ça marche pas pour vous, vous viendrez voir ou vous regarderez le diaporama. Je l'ai mis en gif animé celle-ci. Regardez. En fait c'est exactement la même. C'est le seul moyen que j'ai conclu pour me convaincre. Mais c'est dur de se convaincre hein, parfois. L'illusion de la Lune est celle qui revient assez souvent dans les discussions. On se dit, tu te rends compte, il y a des fois la Lune elle est énorme, c'est incroyable. Puis au moment où je prends la photo, après il n'y a pas le résultat. Et en fait, oui, c'est notre cerveau qui reconstruit. Et quand la Lune sort de son horizon, là, elle sort pas, la Terre tourne, et puis elle se déplace. Mais et ben, en fait, on a l'impression qu'elle est plus grosse que ce qu'elle n'est réellement. Et pour s'en convaincre, là aussi, il faut faire des photos à différents temps, et puis coller les bouts et regarder, comme l'a fait ici Chase Stephens, qui l'a fait là. Et en fait, c'est une illusion de croire que la Lune est énorme quand elle sort à certains moments de l'horizon. C'est notre cerveau qui reconstruit ça. Notre cerveau reconstruit sans arrêt. Il est capable, par exemple, de déformer dans cette illusion qu'on appelle l'illusion de Zollner, du fait des barbelés qui sont ici, il a tendance à déformer un peu la perception qu'il a du parallélisme de ces droites-là. Elles sont toutes parallèles. On a le même problème avec le fameux café wall que vous avez déjà vu certainement. Où là aussi les lignes qui sont là sont strictement parallèles. Mais notre cerveau a tendance
à tordre tout ça. Puis en plus, il y a le phénomène d'ombrage qui est fait sur les lignes, là, qui sème le trouble, sans parler des contrastes. D'ailleurs, j'ai trouvé une version animée de ça, qui était une illusion qui a remporté le prix de l'année dernière du contest international, qui s'appelle Motion Integration Unleashed New Tricks for an Old Dog. Vous trouvez ça sur Internet, mais je vous l'ai mis là en lien. Et c'est très joli ce qu'ils ont fait, avec une petite musique sympa. Vous voyez, ça bouge, mais ça se déplace pas. Maintenant, ça bouge. Et en fait, les objets ne font que des mouvements verticaux de translation. Mais notre cerveau, nous, conclut qu'ils bougent. Ça marche, là ? Comment avoir la gerbe rapidement? C'est fascinant, quoi. Avec les crédits pour la musique qui passait derrière. Il y a d'autres formes d'illusions, par exemple de prolongement. Ce segment blanc, par exemple, si on pose la question à des sujets, est-ce que le prolongement de ce segment blanc, c'est la bleue, la rouge, la jaune ou la verte? Vous aurez une moitié des gens qui vous diront la rouge, l'autre moitié qui vous diront la jaune. C'est pas facile de trancher ça. Pourtant, il suffit de prolonger, puis on voit que c'est la jaune, quoi. Mais c'est chaud, hein. Et d'ailleurs, ça nous semble parfois plus vrai que ce soit la rouge. Il y a parfois même des artistes qui s'amusent à faire ça. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que sur le drapeau de notre fameuse perfide Albion, les diagonales, elles sont comme ça. C'est marrant, non? Ça faisait vrai pourtant. Puis en fait, non. Moi, je trouve ça génial. Je soupçonne Rubens d'avoir fait la même chose. Vous essayerez de regarder avec votre dessin. Rubens, je pense qu'il a fait ça. Il a dû conclure que ça faisait plus vrai de truquer le machin. Parce que le haut de cette échelle et celle du bas, je trouve, coïncident pas, moi. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. C'est la descente de la croix de 1610. Voici un autre exemple. C'est un exemple qu'on appelle The Turn in a Road. Il a beaucoup circulé chez les cogniticiens parce que c'est vraiment un sujet. Lui, il est vraiment génial, simple et génial. Regardez les deux routes qui ont l'air différentes. Et puis là, vous dites, tiens, mais il y a quelque chose qui foire, là. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est très agaçant parce que j'ai beau le connaître par cœur, il m'énerve toujours autant ce truc. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. What's the deal? Vous pose la question Hursten et Pomerantz. Ça, c'était les mêmes, et ceux-là, ils sont pas pareils. Ah, c'est énervant! Vous le repasserez chez vous. C'est très agaçant. Il y en a qui sont dynamiques. C'est-à-dire qu'il faut se déplacer un peu pour que ça fasse un peu l'impression. Donc là, pour le coup, si vous avancez votre tête et vous reculez, un peu comme des pigeons, et Gilles passera parmi vous pour faire la quête, comme dans une secte, c'est le truc horrible. Normalement, ça fait un truc blablabla. Ça marche? Ça marche pas trop? Peut-être qu'il y a trop de lumière, mais je peux vraiment pas leur demander de baisser. De toute façon, je vous les mets à disposition, ces vidéos. Mais ça marchera peut-être mieux avec ça. Les rideaux de Kitaoka. Kitaoka, il est génial, c'est le grand fournisseur de... Je pense qu'il a un lien d'intérêt avec des gens, avec des cuvettes pour vomi, parce que lui, il fait que des trucs qui font vomir, lui. Vous voyez, si nos yeux se déplacent, tac, ça imprime l'impression qu'il y a un drapé, quoi, sur ce tableau. Ici, on a l'impression qu'il appelait ça les rotating snakes, les serpents qui tournent. Il l'a mis en libre, celui-là. Vous pouvez vous faire un papier peint chez vous. Ou celui-là aussi. Ah, c'est rude. Hein. Ça aussi, c'est un peu vomitif, mais bon, ça passe un peu mieux. Des formes, pour les mathématiciens, c'est des formes de Mandelbrot au milieu. Et puis, vous pouvez jouer sur les contrastes et sur le rôle reconstructeur du cerveau qui est en permanence présent dans ces biais d'illusion. Par exemple, le fait que chez Ehrenstein, par exemple, il montrait que nous avons tendance à voir des boules noires là. En fait, il n'y a pas de boules noires, quoi. Vous voyez, c'est juste les segments qui sont là, et nous, notre cerveau reconstruit ça. Il reconstruit ici une boule blanche. Vous voyez ? Notre cerveau reconstruit quand il n'y a pas de limite. Ici, ça c'est le triangle de Canissa.
avec 3 Pac-Man. D'ailleurs, Pac-Man, l'un des créateurs de Pac-Man est décédé avant-hier, je crois. Je ne sais pas si vous savez. Je ne sais pas si ça vous émeut de savoir ça, mais voilà. Et vous pouvez refaire cette illusion assez facilement. C'est pas moi qui l'ai faite cette image, parce que la mienne, je l'ai fait, mais elle est moins belle. Alors j'ai piqué celle-ci à Yves Moreau. Et vous voyez, vous avez un beau triangle avec les pauvres petits kiwis là. Tout mignon. Évidemment, on peut aller plus loin avec ça. On peut en faire plein. En fait. Là, vous avez un cube très joli. Et puis vous avez celle-ci. Peut-être vous l'avez déjà vue. Elle est absolument fantastique. C'est une des meilleures qui a été produite ces 20 dernières années. Ça tombe bien puisqu'elle a été faite il y a 22 ans. Donc ces 25 dernières années. C'est l'illusion d'Adelson, la Checker Shadow. J'ai fait une faute là. Excusez-moi, j'ai inversé 2 lettres. La question qui est posée aux sujets qui sont devant cette illusion, c'est leur demander, selon vous, la case notée A, on ne parle pas de la lettre A, mais la case notée A et la case notée B, laquelle est la plus foncée? Et là, normalement, tout le monde met sa main à couper que c'est la case A est la plus foncée. Personne ne dit la B, quoi. Et pourtant, toc, si on trace un pont, ben c'est la même. Et c'est très énervant. Très, très énervant. Je vous remets. Il n'y a pas de trucage, hein. C'est très, très agaçant. Notre cerveau est trompé par le damier et est trompé par les contrastes, il est trompé par l'ombre faite par le cylindre. Ils ont même fait une variation qui est encore pire, celle-ci, qui est vraiment... Alors, il y a d'autres gens qui ont testé des trucs du même genre, et je pense à Ray Bolotto qui a fait ça. Vous l'avez peut-être déjà vu circuler aussi, cette espèce de Rubik's Cube, ce Rubik's Cube un peu particulier. La question qui était posée, c'est selon vous, la case ici marron et celle-ci orange, là, est-ce qu'elles sont, laquelle est la plus foncée, quelles sont les nuances entre elles, etc. Puis en fait, il n'y a pas de nuances, c'est les mêmes. Mais notre cerveau a vraiment beaucoup de mal à s'en convaincre. On a le même genre de problème. Il y a des doctorants qui bossent là-dessus. Je pense à notamment Rosa Lafer-Souza qui bossait sur ça. Il y a 2 ans, elle a publié un truc là-dessus. Stop. Et tout le monde s'est engueulé sur ce sujet-là. Est-ce que c'est plutôt... Oh pardon, alors je vous ai mis une... Je pensais pas vous avoir mis la vidéo, mais je vous l'ai mise. Et là, ouais, est-ce qu'elle a fait... En plus, elle s'est amusée à le mettre dans le contexte de Ray Bolotto, là. Et en fonction du contexte qu'il y a autour... il y a une petite musique, pardon, hein, très sympathique des Pixies, mais en fonction du contexte, notre perception de nous-mêmes change, quoi. Là, c'est plutôt bleu et je sais plus quoi. L'autre, tout à l'heure, c'était doré. Notre cerveau recompose. C'est ça qu'il faut comprendre. Notre cerveau recompose. Et il ne fait pas que recomposer des couleurs et des contrastes. Hein. Donc là, vous pouvez vous engueuler avec pas mal de gens là-dessus. Est-ce que la robe est plutôt comme ci, comme ça? Bref, je vous ai mis ça en lien. Vous avez des phénomènes qui nécessitent un peu plus de temps, notamment des... Alors, avec la lumière qu'on a, je suis pas sûr que ça fonctionne, mais on va essayer quand même. Ça nécessite de prendre un temps de pause avec nos yeux. Il n'y a pas d'entourloupe, hein. Un temps de pause pour fixer, pour jouer sur la rémanence. C'est-à-dire que je vais vous montrer une image. Il y a une croix au milieu, vous fixez vos yeux dessus. Et puis, je pense que vous avez déjà vu ce genre de truc, mais ça vaut vraiment le coup de le faire si vous l'avez jamais fait. Et vous bougez pas votre tête et vous gardez les yeux ouverts pendant 30 secondes à peu près, ok? Et après, je passerai une autre image. Donc, il y a une croix au milieu. Voilà. Et puis ça marche bien au bout de 20-25 secondes, quoi. Bon, le temps est un peu long à compter, mais plus on attend, plus l'effet est là, quoi. Mais il ne faut pas détourner ses yeux. Donc pendant ce temps-là, Gilles va passer vous détrousser et vous piquer votre portefeuille. Voilà, là on doit être à quoi? Presque 20 secondes. Allez, 5, 4, 3, et je vais passer une autre image. 2, 1, et je passe l'autre image, toc. Et normalement, si vos yeux sont normalement constitués, vous avez vu une image qui contenait des couleurs, alors qu'elle n'en a pas, quoi. Notre cerveau a recomposé des couleurs qui n'existaient pas. Pour faire marrer ma famille, j'ai fait ça avec ma photo. J'ai pris un négatif de ma photo, puis j'ai fait exactement la même chose, quoi. J'ai pris le logiciel libre GIMP et j'ai fait ça. Ça peut aller encore plus loin. Celui-là, il a beaucoup énervé les gens aussi il y a quelques années. On appelle ça le lilac chaser, le chasseur de lilas. Vous fixez la croix qui est au milieu, et normalement, au bout d'un moment, le rose qui sautait se transforme en point. Les points roses vont disparaître petit à petit, et le point va devenir vert, plus ou moins verdâtre. Ça marche? Il y a un effacement qui se fait. Alors là, vous avez en jeu plusieurs phénomènes. Il y a l'effet Phi, l'effet Troxler. Je vous ai donné les références, comme ça vous pourrez aller chercher. Effet Phi, effet Troxler et le phénomène de rémanence.
Alors je sais pas si ça marche bien avec la lumière qu'on a, mais dans le sombre, c'est vraiment fantastique, quoi. Après, vous avez une autre gamme d'illusions, ce qu'on appelle les objets étranges. Je vous les mets comme ça, c'est pour se détendre, hein. Les objets étranges et impossibles. Vous avez les gravures de Moritz Escher. Vous connaissez certainement ces gravures qui sont géniales, avec des objets impossibles, des escaliers qui montent et qui descendent. Et là, très récemment, il y a un type qui s'appelle Kopp, qui s'est amusé à refaire ça dans son école de design. Pardon, j'ai sauté une diapo. Il a recréé un objet qui a exactement les mêmes propriétés. Alors je vous donnerai pas la façon dont il s'y prend, parce qu'elle est disponible en ligne, vous la trouverez très facilement, mais c'est absolument génialissime sur le plan de l'illusion, quoi. Donc là, il touille son jus, là, qu'à mon avis, il aurait dû faire plus foncé, pour qu'on le voit mieux. Mais je vais pas critiquer, parce que c'est tellement génial, quoi. Il va venir remplir son petit escalier, là. Et j'espère qu'il a eu 20 sur 20 quand même, parce que... Hop, il remplit la flotte, et là, l'eau monte. Et là, on se dit... Comment il fait? Comment il fait? Et ça arrive en haut, et ça coule sur le petit moulin. Et il est content. Vous allez me dire, à quoi ça sert? Je ne sais pas, mais c'est très beau. Et lui, il est très content. À la fin, il fait comme ça sur la vidéo, il est super content. Et il a raison d'être content. Vous savez, il y a une phrase qu'on dit souvent en magie, on dit s'il n'y a pas de truc et que c'est surnaturel ou c'est de la magie, c'est génial, c'est vraiment fascinant. Mais s'il y a un truc, c'est encore plus génial, ça veut dire qu'on a réussi à vous faire croire au surnaturel alors qu'il y a un truc. C'est encore plus génial. La prestidigitation, c'est un art majeur, quoi. C'est vraiment majeur. Vous avez des objets comme ça qu'on connaît, hein, qu'on voit traîner, les anneaux borroméens. Vous pouvez les réaliser en bois, mais il faut les truquer puis les regarder sous un certain angle. Vous pouvez, il y a des symboliques même comme le Walknut, hein, qui reprennent ce genre d'idées. Vous avez les objets qui peuvent pas exister, comme le blivé ou qu'on appelle parfois la fourche du diable. Vous voyez, là, c'est pas possible cet objet. Il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Pareil pour le triangle de Penrose, qui n'est pas de Penrose, il est de Reuters-Vead. Mais peu importe. Et puis j'ai trouvé une animation, et j'ai pas le crédit, donc je sais pas qui a fait cette animation, mais je l'aime bien, alors je la mets. Voilà, elle me fait marrer. On appelle ça le triangle de Penrose, qui n'est pas de Penrose. Puis vous avez des cubes, le fameux cube de Necker. Alors le cube de Necker, il a un problème, quoi, le cube de Necker. Je sais pas si vous voyez qu'il a un petit problème. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à la mémoire d'un magicien qui s'appelait Jerry Andrews, qui faisait beaucoup d'objets comme ça. Et là, je vous montre une vidéo où Jerry Andrews a reproduit un cube de Necker, qui est plutôt un rectangle de Necker pour le coup. Et si je me trompe pas, et si j'appuie là, donc là, il est vivant encore, c'est il y a 10 ans, et il est dedans. Et là, il sort. Et là, ça rend fou. Moi, ça me rend fou. Ça rend complètement dingue. Ça rend complètement dingue. Respect Jerry Andrews, où que tu sois, respect. Et puis vous avez des trucs archi simples à faire. Le cube flottant. C'est beau ça. Et rappelez-vous, plus c'est pourri comme truc, et plus c'est génial, quoi, en fait. Vous voyez, c'est vraiment pourri. Mais c'est génial. C'est épatant. En goodies, je vous ai mis un petit goodies aussi, j'ai pris à... Il y a un mathématicien qui est mort il y a quelques années, qui était absolument fascinant, qui s'appelait Martin Gardner, dont très peu de gens parlent en France, et qui est un type génial. Et il y a une association qui défend sa mémoire, qui a fait beaucoup de jeux mathématiques dans tous les sens. Il a fait des trucs géniaux, et puis c'est un grand sceptique qui contribuait pas mal à la littérature zététique, entre guillemets. Martin Gardner, il y a une association qui s'appelle Gathering for Gardner, avec du matériel pédagogique. Et je vous ai mis en lien ce fameux dragon qui vous regarde tout le temps. Et je vous ai mis le patron que vous pouvez découper. Et si vous le découpez, vous pouvez réaliser vous-même chez vous ce dragon qui vous regardera tout le temps pendant que vous faites votre dossier de zététique. Mais il bouge pas, c'est juste du papier, quoi. Je n'ai pas les droits de la musique qui est derrière, hein, pardon. Et le patron est là. Toc. Prenez ça, vous l'imprimez, vous le découpez, et ça vous fait un super dragon qui vous regarde tout le temps. Vous vous sentirez moins seul. Je passe rapidement sur les objets mathématiques avec des propriétés étonnantes, mais qui ne sont pas possibles sur le plan physique. Là, je vous ai mis un 4 polytope régulier convexe, comme on dit. Là, c'est un octacore, je ne sais plus quoi.
Ils ont des définitions un peu particulières, peu importe, c'est un détail. Les anamorphoses maintenant. Les anamorphoses, vous en avez peut-être déjà vu, il y a notamment un gars qui s'appelle Julian Beaver qui s'amuse à faire ça avec de la craie sur des trottoirs et c'est fascinant. Alors je vous montre un peu ce que ça donne. Des dessins comme ça, qui en fait sont des dessins qui donnent l'impression d'être en 3D, mais seulement sous un certain angle et qui sont des faux dessins, parce que si vous regardez le vrai dessin, il est comme ça, sous un autre angle. Vous voyez, c'est étalé. Et c'est seulement sous un certain angle que ça vous donne une perception de profondeur, comme ici par exemple, où c'est vraiment de la prouesse artistique assez géniale. Et c'est pas lui qui a inventé les anamorphoses, ça s'appelle les anamorphoses ça. C'est pas non plus Holbein, mais Holbein c'est la première que j'ai pu trouver moi dans le temps. J'ai amené une reproduction lamentable de ce tableau, enfin juste une impression couleur quoi. Et en fait sur ce tableau vous avez un crâne qui est là, qui n'est visible qu'en anamorphose, donc il faut se mettre selon un certain angle, et par exemple, exactement comme je suis là, moi je vois le crâne par exemple, vraiment comme si c'était un crâne réel quoi. Par contre vous le voyez étiré, et il faut vous mettre dans un angle, comme ça, toc, et là vous voyez le crâne quoi. Donc, et ça date quand même de 1533, donc c'est pas récent, mais il y a des artistes encore contemporains qui, vous voyez là, on a déformé l'image là pour obtenir ce crâne là, vous voyez un peu mieux le crâne là. Il y a des artistes contemporains qui s'amusent à faire des trucs complètement délirants, par exemple ça, alors j'ai proposé à la Bébu de Sciences d'en faire un, ils n'ont pas voulu. Alors qu'il y aurait moyen, hein. Ça nous donne l'impression qu'il y a un truc qui est représenté, alors qu'en fait c'est juste des dessins, mais à différents endroits. Vu de côté, ça donne rien du tout, mais vu d'un certain angle, ça vous donne une impression fascinante. Il y en a même qui ont fait ça sur des maisons, regardez, ça donne ça. Ou sur une montée d'escalier, ça c'est vraiment fascinant. Et je vous ai déjà dit que j'avais pas de lien d'intérêt avec les industries, mais je vous montre quand même une pub pour Honda, donc je n'ai pas de lien avec Honda, hein, mais Honda a fait une publicité en 2013 qui repose sur les anamorphoses, elle est tellement belle que je vous la montre. Parce que le zététicien n'est pas ennemi de l'art, contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois. Things that can't be done, like less fuel in for more miles out. An impossible made possible. Bon, allez-y mollo sur le diesel quand même en ce moment à Grenoble. Hein.